à l'ombre du baobab. C'est parti ce matin pour une nouvelle émission en direct du FIF à l'ombre du baobab dans une ambulance. Comme tous les jours, bien sûr, on a pris nos quartiers dans cette ambulance. C'est plutôt sympathique, on va dire, dans ces circonstances, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours et pas toujours forcément sympathique d'être dans une ambulance, même si le service SAS sont éminemment, eux, sympathiques. Pour nous, c'est un petit peu particulier. On poursuit cette fois-ci avec notre premier invité, Sébastien Pilote, qui n'est pas pilote comme son nom pourrait l'indiquer, puisqu'il est il n'a même pas eu d'accident, on va dire, d'avion, même s'il est étendu sur cet hiver dans l'ambulance. Ça va, Sébastien? Oui, ça va très bien. Comment vous sentez-vous? Je me sens très bien, je pourrais dormir. Vous pourriez dormir? Oh, oui. Ah d'accord, oui, parce que vous avez un petit peu le jet lag, c'est ça? C'est ça. Ouais, vous venez de Montréal? Oui, tout à fait, je viens du Québec, en fait du nord, nord de Montréal, je viens d'une ville qui s'appelle, j'habite à Chicoutimi. Ah oui, mais c'est une ville... J'allais dire connue, alors connue peut-être pas du grand public, mais dont on parle assez régulièrement quand on parle du Québec. Oui, mais on en parle de moins en moins parce que le nom n'existe plus tout à fait, parce que maintenant on appelle la ville Saguenay, ville Saguenay. D'accord. À cause d'une fusion de plusieurs villes. Fusion. Vous êtes aussi dans la dynamique des fusions. C'est ça, oui, tout se fusionne. On vient de voter ce week-end chez nous pour une fusion de certaines communes. Ça n'a pas passé, mais enfin bon. Je suis contre les fusions. C'est vrai, vous êtes contre les fusions, d'accord. Mais vous êtes contre la diffusion de vos œuvres et de vos films. Non, ça, vous êtes pour. J'allais dire que vous êtes pour la diffusion de vos œuvres et de vos films, grâce à des festivals, entre autres, comme le film. Cela dit, c'est vrai que Sébastien, vous avez, vous aussi, été programmateur dans un festival de films, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 18 ans, en sortant de l'université, on a lancé un festival de court-métrage dans ma région, au Saguenay. Un festival qui existe toujours. Donc, ce qui veut dire que c'est ça, pendant plusieurs années, j'ai fait la programmation d'un festival de court-métrage. Ce qui m'a permis de voir à chaque année, de voir des centaines et des centaines de films. Pour moi, c'était une très belle école. C'est vrai que le court-métrage est quelque chose d'important aussi dans de nombreux pays, finalement, parce que c'est aussi la première expression et la première possibilité pour certains réalisateurs de s'exprimer. Oui, et même, certains réalisateurs choisissent de faire du court-métrage... d'en faire toute leur carrière. Parce que nous, ce qu'on privilégiait, c'était de pas seulement montrer, on voulait pas montrer nécessairement des espèces de cartes de visite, mais vraiment des œuvres à part entière. Un court-métrage, pour moi, c'est un film. Bien sûr. C'est ça. D'ailleurs, les premiers films de l'histoire du cinéma étaient des courts-métrages. Exact. Oui. À noter qu'il y a cette année aussi une compétition court-métrage. C'est la première année dans le cadre du FIF, mais je crois que ça révèle aussi l'importance de cette forme cinématographique. Voilà. Pas faire des mots trop compliqués aujourd'hui, surtout qu'on est un peu bousculé comme ça dans cette ambulance. Sébastien, alors vous êtes ici à la fois pour présenter des films, deux films, Le Vendeur et Le Démantèlement, dans la section décryptage, qui a pour sous-titre Petit remède contre la crise, et aussi parce que vous êtes membre du jury international, donc vous visionnez un certain nombre de films, et ça c'est quelque chose, j'imagine, d'assez prenant et d'assez porteur pour quelqu'un qui, comme vous, fait du cinéma. Ben pour moi, c'est quand même rare que maintenant, avant, quand j'étais plus jeune, j'étais plus boulimique, je dirais. Je voyais beaucoup plus de films. J'étais capable de voir 3-4 films par jour. Aujourd'hui, c'est plus rare que ça m'arrive. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment comme une cinécure. C'est une cure de pouvoir me taper 3 films à chaque jour. C'est ça. Je pense qu'on a besoin parfois de participer à des festivals de films pour comme ça. C'est très différent que lorsque, je sais pas, si on voit un film par semaine ou un film par mois. Parce qu'évidemment, les films se contaminent. Ouais. Et pour moi, c'est fantastique. C'est une belle... Je suis très, très content d'avoir été invité comme membre du jury. Et on découvre une autre cinématographie, justement. Ça, c'est aussi important. Dans un festival tel que celui-là, on s'ouvre à tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Oui. Et c'est ça. Jusqu'à maintenant, la diversité est au rendez-vous. Et la qualité aussi. Des œuvres très fortes que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et est-ce que vous avez l'occasion, vous, alors dans le quotidien, vous le disiez, vous étiez boulimique, vous l'êtes moins parce que vous travaillez beaucoup, j'imagine, mais est-ce que vous avez l'occasion de découvrir alors d'autres cinématographies que ce que l'on voit habituellement dans nos pays occidentaux? Ben, évidemment, lorsqu'on parcourt le monde... avec nos propres films, lorsqu'on se promène beaucoup dans les festivals, parfois on arrive à aller voir d'autres films. Et c'est beaucoup dans ce cadre-là que je peux voir beaucoup de cinéma. Évidemment, dans ma ville, moi, j'ai un cinéma ou une espèce de ciné-club, une salle d'art et d'essai qui présente, je dirais, l'essentiel
de ce qu'on doit voir dans une année. Et évidemment, je vois beaucoup de films en DVD, Blu-ray. Mais quand on est en écriture, lorsqu'on est en tournage, ça peut devenir un petit peu castrant de voir trop de films, de voir les films des autres, parce que, bon, on finit toujours par se comparer. Et il y a un certain moment où on doit prendre une pause et se concentrer sur ce qu'on fait. Absolument. Et surtout pour les films, par exemple, de mon pays, là, les films des autres cinéastes québécois, de mes compatriotes, c'est très difficile parfois de voir les autres films. Oui, c'est ça, c'est une expérience un peu castrante. Quel est l'état du cinéma chez vous au Québec? Alors je ne vais pas dire au Canada parce que là c'est vaste, les langues aussi se mélangent, etc. Mais au Québec, est-ce qu'il y a une réelle cinématographie, une place pour ce cinéma? Est-ce que le public est acquis aussi à ce que vous faites chez vous? Le public, bon, on parle en ce moment d'une espèce de crise du public, même si, parce qu'on était habitué avec des grandes parts de marché, même si on compétitionne le cinéma américain, évidemment, parce qu'on fait partie du marché domestique des États-Unis, le Québec. Mais le cinéma québécois, oui, réussit à trouver quand même son public. Et il y a beaucoup de cinéastes québécois qui, je dirais, qui performent aussi à travers différents festivals. Les cinéastes, la cinématographie québécoise attaque sur tous les fronts. Je dirais, bon, il y a des Denis Villeneuve qui sont en présent à Hollywood, Jean-Marc Vallée avec Dallas Buyers Club. Il y a des Denis Côté avec un cinéma plus pointu, Xavier Dolan, qui est un phénomène... qui est un phénomène très particulier. Alors, c'est ça, il y a une cinématographie très riche. On assiste à une espèce, on pourrait, je ne sais pas si dans 20 ans, on va pouvoir dire que la période aujourd'hui est une espèce d'art, peut-être un nouvel âge d'or de notre cinéma à nous. Mais c'est assez, je suis très fier, en fait, du cinéma québécois, ce qu'on peut voir en ce moment. Et il y a bien sûr vos longs métrages, 2 longs métrages à ce jour, oui. Le Vendeur et le Démantèlement. Le Vendeur que l'on pourra voir aujourd'hui à 12h15 au Cap Ciné 1 et le Démantèlement aujourd'hui également à 15h45. Je vous laisserai aller sur le programme pour voir les autres diffusions de ces films, www.fif.ch. Une journée particulière consacrée à cette section décryptage avec, je crois, encore à 18h un film et un débat aussi auquel vous participerez. Oui, je n'amènerai pas de remède. C'est ça, sur la crise. Le sous-titre, c'est le petit remède. Non, mais c'est nous les remèdes. Hein, nous sommes là pour ça. C'est ça. Je ne pense pas que mes films soient des remèdes à la crise. Mais plutôt, c'est ça, peut-être ma perception, en fait, d'une certaine crise. C'est un regard aussi, c'est une façon peut-être d'envisager, d'entreprendre les choses et de comprendre peut-être en fait, les personnages. C'est des films sur je dis tout le temps, c'est des films sur des petites fins du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites fins du monde, pas les grandes fins du monde. Je vais quand même dire que vous avez reçu de nombreux prix. Hein. À Cannes, entre autres, vous avez été aussi encensé à Cannes. Oui, à la Semaine de la Critique. À la Semaine de la Critique, oui. Le Démantèlement a reçu le prix du scénario pour le prix de la SACD. C'est bien de recevoir des prix. C'est bien de ne pas en recevoir non plus. On ne fait pas les films pour ces raisons-là, mais évidemment, ça permet de mettre les projecteurs sur un film et d'être mieux distribué par la suite. J'allais dire, ça permet d'être diffusé aussi. Hein, c'est ça. D'avoir une espèce d'aura comme ça à travers ces prix qui permettent au film de mieux vivre, à vrai dire. Le Démantèlement est votre dernier film qui a été primé. L'autre aussi, Le Vendeur avait été aussi largement primé. J'ai vu que vous aviez reçu de nombreux prix. Le Vendeur avait beaucoup circulé en festival, a fait peut-être une 60aine de festivals. Et avait connu d'abord une carrière américaine parce que le film avait été lancé au festival de Sundance. Alors qu'avec Le Démantèlement, c'est un peu différent. On a lancé le film à la Semaine de la Critique. Oui, c'est des films qui sont beaucoup... je pense que les festivals de cinéma ont pris un peu la place des salles, ont pris le relais des salles d'art et d'essai qui sont un peu disparues dans plusieurs pays. Et c'est essentiel de pouvoir circuler dans les festivals. C'est une manière d'exister, tout à fait. Ouais. D'où l'importance d'un festival tel que le FIF, entre autres, et qui permet de réunir des gens qui viennent de partout. Alors pour vous, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres cinéastes et de parler des réalités de chacun. Hein. En parlant de crise, en plus, j'imagine qu'il y a de quoi faire dans ce milieu et dans ces milieux particuliers. Les cinéastes, je pense que... on s'intéresse. Il y a quelqu'un à l'ouverture qui disait que c'est ça, on découvrait mieux notre société lorsqu'on regardait les exclus. Les exclus étaient peut-être une belle fenêtre sur notre monde. Parfois, on dit, on associe mon cinéma à une espèce de cinéma social, quoique j'ai toujours cru, moi, que, je ne sais plus c'est qui disait ça, mais que
que Proust ou Balzac étaient autant social que Zola. C'est pas parce que, je sais pas, souvent quand on voit des mineurs ou des travailleurs, des chômeurs, on dit que c'est social, alors que si on est dans les grands salons de Paris ou dans le milieu, je sais pas, littéraire ou du cinéma, peu importe, là, il y a quelque chose de moins social. Moi, je crois pas. Je crois que tous les films sont sociaux, d'une certaine manière. À partir du moment où ils mettent en scène l'humanité, on va dire. Hein. Tout à fait, c'est ça. Je préfère, oui, c'est ça. Faire un cinéma humaniste ou qui se rapproche de l'humanité. Et le démantèlement en est un bel exemple. L'autre jour, à la cérémonie d'ouverture, je crois que c'était notre conseiller fédéral, Alain Berset, que vous connaissez qui a fait un discours. Peut-être, qui a fait un discours assez sympa. Un discours, franchement, je suis allé lui dire d'ailleurs. J'aimerais beaucoup que les politiciens chez moi fassent des discours comme le vôtre. Hein. Et là, il l'a dit aussi, je crois, les exclus sont finalement les gens qui connaissent le mieux la société. C'est ça. Et tous les rouages de cette société. Et ça aussi, c'était un beau message. Un beau message aussi dans le film Le démantèlement, avec... là, c'est une petite phrase que vous avez écrite, je crois, l'histoire d'un personnage qui remonte en même temps qu'il descend. Alors, c'est un peu l'histoire du film, c'est quelqu'un qui vit des choses excessivement difficiles, qui doit se séparer finalement dans le démantèlement de ce qui est sa vie, hein, sa ferme, etc., pour ses enfants, pour sa fille, pour essayer de leur faire bénéficier aussi d'un certain nombre d'acquis, mais qui en finalité arrive à retrouver un second souffle et peut-être dans ce malheur retrouver aussi une forme de bonheur. Ben ça, c'est votre interprétation. Moi, j'aime les paradoxes, en fait. J'aime lorsque c'est ambigu, lorsqu'il n'y a rien qui n'est clair. Pour moi, c'est ça. Évidemment, au départ, je voulais raconter l'histoire d'un homme qui était sur une pente descendante, vraiment un homme qui se défait en morceaux. C'est des éclats de vie. Un démantèlement, c'est ça. Hein, c'est de vendre en morceaux son entreprise ou l'usine ou la ferme. Et le film est construit comme ça, par fragments. C'est un long chemin de croix. Et l'homme se défait. Mais le vrai démantèlement a déjà eu lieu lorsque le film débute. Le vrai démantèlement, c'est son démantèlement personnel, familial, des valeurs familiales. Sa femme l'a quitté il y a une vingtaine d'années. Ses enfants sont partis vivre dans la grande ville. Il ne les voit pas souvent. Il voit c'était une des contraintes au niveau de la scénarisation, c'est qu'il n'arrive jamais à voir plus d'une personne à la fois. Il n'arrive pas à rassembler son monde autour de la même table, disons. Et le vrai démantèlement, c'est celui-là. C'est le démantèlement de nos valeurs familiales, des valeurs traditionnelles. L'unité de base de notre société, il y a encore quelques années, était la famille, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je pourrais dire, l'individu ou plutôt le consommateur. Et c'est ça, Gabi, je pense que je suis très fier d'avoir réussi à créer un personnage comme Gabi qui n'est pas du tout, qui a réussi à rester à l'extérieur de cette société de consommation. Il n'est pas du tout consommateur lorsqu'on le regarde aller. C'est quelqu'un qui travaille, qui est toujours pris. Sa vie, c'est son travail. Et il n'a même pas le temps de consommer. Et ce qui fait de lui une espèce de personnage du passé qui m'apparaît très intéressant à observer, à regarder aller. Vous le connaissiez? Alors, je me suis inspiré de plusieurs personnes. J'imagine, voilà. Ouais, vous êtes inspiré, je pense, d'histoires vécues aussi. Oui, évidemment, ce genre d'histoire-là arrive trop souvent. Les fermes de type paysan, là, sur le mode paysan, les fermes traditionnelles sont en voie d'extinction. C'est vraiment les fermes industrielles qui prennent la place. Et c'est ça, c'est des fermes qui sont moins à échelle humaine, je dirais. C'est des petites entreprises. Et moi, c'est ça, je suis quelqu'un un peu comme ça, je carbure un peu à la nostalgie. Je suis un peu nostalgique toujours du passé, mais aussi de nos pionniers, de ceux qui savaient construire, bâtir. Gabi est à la fin d'un cycle, est à la fin de quelque chose. Comme dans Le Vendeur, mon personnage de vendeur de voitures, qui est à la fin de quelque chose. C'est une petite fin du monde, encore une fois. Mais il n'y a rien de catastrophique, c'est des petites catastrophes. Je ne sais pas comment exprimer ça. Avec beaucoup d'humanité, quoi qu'il en soit. J'espère. Sébastien, merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser aller. Je crois que vous allez un petit peu mieux, je vais voir. Oui, je merci pour les soins. C'est très bien. Bon, vous vous en êtes bien sorti. C'est ma première fois dans une ambulance. C'est vrai? Oui, mais pour beaucoup... J'espère la dernière. Vous n'êtes pas le seul. Oui, alors moi, j'y suis tous les jours. Je ne peux plus dire que c'est ma première fois, mais effectivement, c'est un petit peu particulier. Merci. Je rappelle que vos films sont visibles aujourd'hui. Le Vendeur à 12h15 et Le Démantèlement à 15h45. C'est à Cap Cinéen. Vous serez également présent lors du débat à 10h.
18 h aussi, consacrée à cette section décryptage, petits remèdes contre la crise. On va poursuivre d'ici quelques instants avec Jean-Luc Ramat. Puis je vous fais un petit cadeau, je vous fais découvrir, finalement ce qui est assez rare, hein, je vous fais découvrir une chanteuse québécoise qui s'appelle Chloé Pelgag, qui sort son premier album, L'Alchimie des monstres, qui commence à tourner aussi un petit peu en Europe, et vous allez voir, c'est une fille assez intéressante que vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer un jour ou l'autre du côté de votre contrée du Québec. Merci Sébastien. Merci à vous. Et bon séjour à Fribourg. Merci. On poursuit toujours dans cette ambulance, bien sûr, où nous sommes si bien. Les patients se succèdent, ils vont de mieux en mieux ou de moins en moins bien, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est Jean-Luc Ramat qui est avec nous tout de suite. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ça va, bonjour. Je vais juste prendre... Non, la température c'est bon. Non, c'est bon. Le pouls, bon. ça va aussi. Bon. Je crois qu'on va pouvoir faire cette émission dans de bonnes conditions. Jean-Luc, ici pour une exposition, entre autres, puisque tu es curateur de l'exposition Viviane Meyer que l'on peut voir à la BCU. L'inauguration a été faite, ou le vernissage plus précisément, vendredi passé. Cette exposition, j'ai pas les dates précises, se tient jusqu'à quand, Jean-Luc? Au mois de mai. Le pauvre, Au mois de mai. Au mois de mai, jusqu'au mois de mai. D'accord. Oui, oui. Donc vous pourrez poursuivre le cas échéant. On n'est pas bien sur cette Ça civière. va, ça va. Ah, c'est pas terrible. C'est pas- Bon, allez, je t'arrange un petit peu. Voilà. dommage Comme que- ça ira. C'est dommage que le public ne nous voit pas. Il nous verra parce que tout est filmé, Ah, d'accord, bien d'accord. sûr, par les élèves d'Icon, qu'on remercie au passage, qui font un Oui, magnifique fantastique. boulot. Et puis tous les jours sur les sites à la fois de l'Icon, de Radio FR, du FIF, d'Icon plus précisément, icon.ch, fif.ch, radiofr.ch. Vous allez pouvoir, surtout à partir de ce soir, revoir les images que nous tournons, donc revivre les émissions, mais cette fois-ci, non plus avec le son. Oui, le son sera toujours de la partie, bien sûr, mais avec l'image. Bref, Jean-Luc, une magnifique expo, surtout une personnalité, un personnage hors norme, Viviane Meyer, c'est cette photographe que personne ne connaissait, qui a été découverte un peu par hasard et qui se trouve être quelqu'un de majeur, je pense, dans le métier que tu exerces également. Alors c'est un peu une aventure assez extraordinaire. C'est vrai que cette découverte qui a eu lieu en 2009 par John Malouf, qui a acheté un peu par hasard ses fonds photographiques lors d'une vente aux enchères et qui a fait un admirable travail. Finalement, le curateur, c'est lui. Ben oui, Et ce sont puis des dizaines de milliers de photos, hein, je crois. Les curateurs, en fait, c'est aussi les gens de la bibliothèque cantonale, Sylvia Zender, et puis bien sûr Claudio Frederico, qui s'occupe du département photographique. Et puis bon, c'est vrai que c'est une belle aventure qui se termine ici à Fribourg, quand on sait que l'exposition était proposée quasiment entre deux pays, la Suisse et l'Italie, et que grâce à notre réaction assez rapide, et finalement pas très compliquée, on a pu faire très rapidement la bloquer pour la bibliothèque cantonale et le FIF, sinon elle partait en avril à Bologne. Ouais, alors c'est une occasion assez unique quand même de voir ces photos, je crois qu'on peut le dire, et puis surtout une découverte extraordinaire. Oui, parce que depuis que l'expo est à Fribourg, on reçoit pas mal de messages. J'ai eu d'ailleurs un message d'une autre photographe qui habite Fribourg, Karen, et qui me disait qu'elle avait déjà réservé ses billets pour aller la voir en France, parce qu'il y a très peu d'expositions actuellement en Europe. Elle voulait aller la voir à Tours, et le lendemain, dans La Liberté, elle voyait que la galerie à la bibliothèque proposait cette exposition. C'était un peu le jour de chance, quoi. Alors deux mots sur cette photographe quand même, Viviane Meyer, une photographe qui était nounou, hein, dans des familles, et qui finalement passait son temps à être accompagnée de son appareil photo et prenait des photos de la vie des gens dans la rue à Chicago. Oui, alors bien sûr qu'on ne connaît malheureusement pas tout de la vie de Viviane Meyer. On sait qu'elle était gouvernante de différentes familles et que cette nounou s'est entichée de la photographie relativement tôt, depuis son adolescence. Et puis c'était une passion, on ne peut pas dire que c'est une passion cachée, mais je pense qu'elle a dû faire pas mal d'exercices. Un petit peu comme j'en fais ce matin dans cette ambulance devant l'ancienne gare, pour pouvoir finalement faire des photographies, on peut dire à la sauvette. Alors moi, la première question que j'aurais voulu poser à Viviane Meyer, c'est Mayer, attention, M-A-I, ouais.
c'était de savoir comment elle s'y prenait. Est-ce qu'elle mettait les enfants dans le jardin et puis après elle se promenait avec son Rolleiflex, ou bien elle avait ses jours de congé, enfin voilà. Donc, il y avait Comment finalement elle s'organisait? Elle devait s'organiser d'une façon assez incroyable, parce que ces images sont prises dans des quartiers des fois relativement défavorisés. On est juste après la guerre, on a encore les relents de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc elle était en train de photographier des gens de couleur dans des quartiers peut-être un peu plus malfamés que la famille où elle gardait ses enfants. Et puis voilà, comment s'organisait sa journée, si tout à coup elle avait des fringales, si elle parlait avec ses modèles, est-ce elle restait en contact avec ses modèles, est-ce qu'elle avait un carnet d'adresses de ces personnes photographiées. Et en fait, on ne sait pas grand-chose de tout cela. Ce qui est aussi intéressant pour les gens que ça intéresse, en fait, elle a vécu aux États-Unis, mais sa mère était originaire de France, dans un petit village dans le massif de l'Écrin, à Saint-Saur-en-Julien. Et quand elle est revenue dans les années 50 dans son village, elle a fait beaucoup de portraits dans le village français qui ont été exposés dès lors depuis dans ce coin de village. Et en fait, on a beaucoup plus d'informations sur ces personnes photographiées en France, parce que les gens du village français connaissent encore toutes les descendances, et on a beaucoup plus d'informations en France finalement que de sa vie aux États-Unis. Bien, on est déjà au terme de cette émission. Non, il faut rester. J'ai un dernier check à faire. J'ai un dernier check à faire pour voir. On ne laisse pas partir les gens comme ça. Non, il faut qu'ils soient tout à fait bien. Jean-Luc, merci beaucoup. Jean-Luc Ramat, curateur. Juste une question. Oui. Vous ne le voyez pas, mais il y a des sachets transparents avec du liquide. Ce n'est pas de la damascine. Non, je crois pas. Ouais, on va peut-être pas tester, mais on verra ça tout à l'heure. Jean-Luc, merci en tout cas pour cette exposition du côté de la BCU, avec toute l'équipe aussi de la BCU qu'on peut remercier d'avoir mis sur pied cette exposition Viviane Maier. À voir également un film qui s'appelle Finding Viviane Maier qui sera projeté à Cap-Ciné, au Cap-Ciné 1 à 18h45 ce soir, qui est un petit peu l'histoire justement de toute cette découverte photographique autour de Viviane Maier, film de John Maloof. Le tout à la BCU et dans le cadre du FIF bien sûr. On se retrouve demain pour de nouvelles émissions. Merci à toute l'équipe d'Icon, comme tous les jours, à l'équipe du FIF, à l'équipe des ambulances SAS, à JD, notre technicien. Je vous rappelle qu'à partir de ce soir, vous allez pouvoir découvrir ces images, on ne bouge pas Jean-Luc, sur les sites d'Icon, icon.ch, fif.ch et radiofr.ch. À demain, bonne journée à toutes et à tous. Voilà, Jean-Luc, c'est fini. Merci. Bye bye.